Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par Lefebvre Dalloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui, nous abordons la question de l'emprise et des violences au sein du couple, sujet malheureusement ô combien important et d'actualité en pleine médiatisation de l'affaire Magali Blandin, tuée par son mari. Cet événement tragique nous ramène à la réalité du fléau des féminicides qui fait une victime tous les 3 jours en France. Autour des victimes, mais aussi des auteurs de l'emprise et des violences au sein du couple, interviennent de nombreux professionnels, avocats, magistrats, psychiatres ou associations de défense des victimes. Pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui Isabelle Rome. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes du ministère de la Justice et vous avez coécrit avec Éric Martinan l'ouvrage « L'emprise et les violences au sein du couple » édité chez Dalloz. Alors avant d'aborder le fond du sujet, pourriez-vous brièvement présenter aux auditeurs votre parcours jusqu'au ministère de la Justice ? Alors presque 35 ans de parcours et mon premier poste a été juge de l'application des peines dans les prisons de Lyon. Pour moi, ça a été une expérience très marquante, cette découverte de la prison, ce choc carcéral. Et en fait, j'ai compris beaucoup de choses lors de cette expérience. J'ai compris qu'il fallait beaucoup travailler pour la réinsertion, qu'il fallait aussi agir dans le domaine de la prévention afin d'éviter le passage à l'acte qui ensuite peut inscrire dans un engrenage. Et puis j'ai appris à travailler dans la pluridisciplinarité. Et d'ailleurs, le livre que nous venons de sortir chez Dalloz est un livre pluridisciplinaire. Ensuite, j'ai occupé toutes les fonctions de juge pénal au siège, juge d'instruction, juge des libertés de la détention. Je m'arrête quelques secondes sur ce poste de juge des libertés de la détention parce que c'est une fonction qui est souvent mal aimée, peu considérée, mais pour moi, cette fonction, c'est presque la quintessence de la mission du juge. Le juge, c'est le gardien des libertés individuelles, article 66 de la Constitution, et donc le juge des libertés de la détention, eh bien, c'est ce juge. Et puis, j'ai aussi servi en cabinet ministériel, j'ai travaillé aussi dans la prévention de la délinquance, et puis j'ai... Avant d'arriver donc à ce poste de haute fonctionnaire, j'ai présidé des cours d'assises et je pense que quand on aime le pénal, quand on aime l'âme humaine, eh bien, je pense que président de cour d'assises, c'est le plus beau des métiers. Merci pour cette présentation de votre parcours. Alors, pour revenir à votre livre, pourquoi avoir choisi d'aborder le sujet de l'emprise et des violences au sein du couple ? Alors, vous savez que le gouvernement a organisé donc, entre septembre et novembre 2019 le Grenelle des violences conjugales, donc un temps fort qui a donc ouvert par le Premier ministre, clôturé par lui, et qui a regroupé en fait différents ministères et puis donc tous les acteurs concernés par ce sujet des violences conjugales. Donc, Nicole Belloubet, à l'époque, m'a demandé de piloter le groupe de travail du ministère de la Justice. Et donc, j'ai vraiment souhaité que ce groupe réunisse le plus de compétences possibles et diverses. Et donc, très vite, au sein du groupe, a émergé ce sujet de l'emprise. L'emprise, c'est-à-dire ce phénomène, en fait, ce mécanisme en fait, dans lequel un agresseur va placer sa victime sous sa domination, en la dévalorisant, en l'isolant, en l'humiliant, et puis donc bien sûr en commettant des violences psychologiques, et puis ça peut aller jusqu'aux violences physiques et jusqu'au meurtre. Et voilà, ayant présidé des assises, malheureusement, j'ai vu le pire. Et en fait, donc ce comportement de la part de l'agresseur qui place l'autre sous son emprise provoque aussi un changement de comportement chez la victime. C'est-à-dire que la victime va se trouver quasiment annihilée dans son propre consentement. Elle va devenir extrêmement dépendante de son agresseur. À un moment donné, elle ne se rendra pas forcément compte de ce qui n'est pas normal. Elle se dira, mais c'est moi qui suis en faute, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc, elle n'ose pas... D'abord, elle met du temps à se rendre compte que ce qu'elle vit est anormal, peut-être dangereux même. Elle n'ose pas parler, elle ne veut pas parler. Et quand elle parle, souvent, elle est prise de culpabilité, ou alors complètement dépendante
et elle ne sait plus quoi faire. Et c'est pourquoi, souvent, on a dit que les femmes, parce que ce sont quand même 80% de femmes qui sont victimes de cela, étaient ambivalentes, parce que, par exemple, elles portaient plainte, elles retiraient leur plainte, ou alors elles arrivaient au tribunal bras dessous, avec leur conjoint, en disant « mais non, je ne veux pas qu'ils soient condamnés ». Et donc, on se disait « mais elles ne savent pas ce qu'elles veulent ». Et maintenant, grâce à l'apport des sciences humaines, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, grâce à l'apport des sciences humaines, nous avons compris que ces hésitations, ces renoncements, ces réticences, en fait, font partie du processus psychologique et qu'il faut les aider à se sortir de cela. Oui, alors je pense qu'il est nécessaire de clarifier certaines notions juridiques. Pourriez-vous nous expliquer comment se caractérise l'emprise ou la contrainte morale ? Je pense que c'est très important pour nos auditeurs. Oui. Sachant que le terme d'emprise n'est pas défini dans le code pénal et dans le code civil. Il a fait son apparition justement à l'occasion des 2 lois qui ont été votées à l'issue du Grenelle, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais il n'est pas défini, puisque c'est un mécanisme d'ordre psychologique. En revanche, on peut considérer que l'emprise est une caractéristique de la contrainte morale. Donc, je peux m'expliquer, puisque en fait, il y a 3 niveaux, par exemple. Voilà, il y a 3 niveaux. L'emprise peut être comme un élément quasi constitutif d'une contrainte morale. Par exemple, pour caractériser une infraction, prenons l'exemple du viol. Un viol, c'est un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Eh bien, donc, quand on considère que la pénétration sexuelle a été commise sous la contrainte, on peut considérer qu'un agresseur qui a placé justement sa victime sous emprise, eh bien, exerce sur elle une contrainte morale qui annihile donc son consentement. Donc ça, c'est un des aspects. Ensuite, donc on peut se dire que là, on se situe par rapport à l'agresseur. C'est ça, c'est-à-dire que emprise, élément constitutif, qui permet de caractériser, on ne dirait pas que c'est le seul, mais ça peut être un des éléments à prendre en compte pour caractériser une contrainte morale. Et maintenant, côté victime, donc, comme je l'ai déjà un petit peu décrit, on voit ce que provoque cette emprise sur la victime, c'est-à-dire cette dépendance, c'est-à-dire cet isolement, cette impossibilité de parler. Et donc, il faut l'aider à parler. Et parfois, et c'est là que nous sommes allés assez loin et que le législateur est allé loin et que nous avons pu le faire aussi grâce à l'appui du Conseil national de l'ordre des médecins. Il faut peut-être pouvoir parler pour elle. Alors c'est vrai qu'on va loin en termes de consentement et donc c'est ce qui a été décidé donc en modifiant donc l'article 226-14 donc, du Code pénal, qui permet dorénavant à un médecin ou à un soignant de porter des faits de violence conjugale, donc à la connaissance du procureur de la République, s'il estime en conscience que la victime est en situation de danger immédiat et sous une contrainte morale caractérisée par l'emprise. Voilà. Donc ça, c'est un autre aspect. Et puis, donc là, je vous disais côté victime, et donc, c'est-à-dire, on pourrait dire que là, l'emprise, elle est un élément déclencheur d'une protection. Et il y a encore un autre aspect qui peut être intéressant aussi à noter, parce qu'il y a eu une jurisprudence à ce sujet, c'est que lorsqu'une personne justement est victime de cette emprise, eh bien, si elle commet certains faits répréhensibles, elle peut éventuellement être exonérée de sa responsabilité parce qu'elle est dans un état de contrainte morale du fait de cette emprise. Puisque vous savez que la contrainte morale, c'est une cause exonératoire de responsabilité pénale. Et là, on a eu une jurisprudence, par exemple, je crois que c'est la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, qui a acquitté une femme qui était la compagne d'un gourou qui abusait sexuellement de jeunes mineurs et
Elle était donc accusée de complicité de viol et elle a été acquittée du fait justement de l'état de contrainte morale dans lequel elle se trouvait par rapport à ce compagnon sous l'emprise duquel elle était. Voilà. Donc vous voyez finalement l'emprise, on peut la trouver vraiment à certains niveaux et dans certains domaines du droit pénal. Et je pense qu'on va avoir certainement une construction jurisprudentielle de cette notion avec le temps. Alors j'ai abordé en introduction que de nombreux professionnels intervenaient sur ces sujets, donc justement, quels sont les rôles des différents acteurs de la lutte contre les violences au sein du couple ? Alors je pense qu'ils sont tous nécessaires et complémentaires, très important. On pourrait parler déjà presque d'ailleurs des enseignants et récemment d'ailleurs j'étais à Amiens avec la déléguée ministérielle à l'égalité femmes-hommes du ministère de l'Éducation nationale où un protocole unique de signalement a été signé donc entre la justice et l'Éducation nationale parce que en fait lorsque des enfants vont mal à l'école, ils peuvent être maltraités personnellement mais ils peuvent être aussi maltraités psychologiquement et exposés aux violences au sein du couple. Et donc, je pense que déjà, là, il peut y avoir une attention particulière portée par le personnel enseignant. Et puis ensuite, c'est bien sûr toutes les associations qui sont souvent les premières à recueillir la parole des victimes et puis à les accompagner. Ensuite, il y a les avocats, évidemment, qui vont être là pour présenter les assister, présenter les requêtes et puis les assister ensuite tout le long de la procédure. Les avocats ont un rôle très important. Nous travaillons d'ailleurs vraiment en bon entendement avec le Conseil national des barreaux, les travailleurs sociaux pour l'accompagnement en termes de logement, les psychologues, les psychiatres. Il faut les aider à sortir de cette emprise parce que, comme je vous le disais, elles sont tellement dépendantes souvent qu'elles ont du mal, donc il faut les aider. Et puis ensuite, bien sûr, les policiers et les gendarmes qui vont recueillir les plaintes, il faut qu'ils soient formés. Alors, il y a des efforts qui sont faits en la matière. Il y a une grille d'évaluation du danger qui a été justement élaborée pendant le cadre du Grenelle, qui, je pense, est un bon outil pour leur permettre de décortiquer bien les choses et d'essayer d'identifier justement s'il peut y avoir des violences conjugales. Et puis ensuite, n'oublions pas les magistrats, voilà, toute la chaîne judiciaire. Et là aussi, nous faisons un effort important en termes de formation. Nous aussi en matière de proactivité, c'est-à-dire que le danger n'attend pas, c'est-à-dire qu'il faut que la réponse judiciaire elle arrive rapidement et c'est pourquoi nous mettons en place des filières de l'urgence donc dans les tribunaux pour traiter le plus rapidement mais aussi le mieux possible, la manière la plus adaptée possible ces violences, j'allais dire de A à Z, c'est-à-dire du dépôt de la requête ou du dépôt de plainte à l'exécution des décisions, y compris des peines d'incarcération s'il y a une incarcération, et avec notamment des choses assez intéressantes qui se font avec des protocoles aussi signés entre la justice, l'administration pénitentiaire, les associations d'aide aux victimes, et qui consistent par exemple à suivre les condamnés pour ces faits à l'intérieur de la prison et à prendre en même temps contact avec les victimes et éventuellement leur octroyer un téléphone grave danger à la sortie du condamné s'il est estimé qu'il peut y avoir encore danger. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Non, je n'ai pas parlé des médecins, alors qu'on a beaucoup travaillé avec eux. Donc, évidemment, bien sûr, les médecins aussi, et médecins, psychologues, psychiatres. Ouais. Voilà. Alors, quelles sont les mesures de protection des victimes de ces violences ? Alors, elles sont diverses. Alors, il y a à la fois des procédures particulières et puis des dispositifs particuliers. Donc, en termes de procédures, ça peut être des procédures civiles ou des procédures pénales. Au civil, c'est l'ordonnance de protection, donc cette mesure qui peut être prise par un juge aux affaires familiales, qui permet donc un éloignement et qui permet aussi, c'est important, parce que le pénal, ça ne le permet pas, cette ordonnance de protection permet l'organisation de la vie familiale, c'est-à-dire avec fixation du domicile, fixation de la résidence des enfants, du droit de visite et d'hébergement, etc. Et donc, en fait, la loi du
28 décembre 2019, a fixé donc un délai de 6 jours pour prononcer maintenant cette ordonnance de protection, ce qui est quand même très protecteur. Voilà. Et puis au pénal, eh bien c'est tout le panel des mesures pénales existants avec différents types de réponses, hein, en pré-sententiel, donc les contrôles judiciaires avec interdiction d'entrer en contact. De plus en plus aussi l'éviction du domicile conjugal du conjoint violent, c'est-à-dire qu'on change un peu de la tendance. Ça ne veut pas dire que c'est encore systématique, loin de là, mais c'est une tendance qui s'est bien amorcée, c'est-à-dire de plutôt privilégier l'éviction du domicile conjugal de la part de l'auteur, plutôt que de laisser partir la victime trouver un appartement, et parfois d'ailleurs avec ses enfants. Et puis des dispositifs très concrets. Donc il y a le téléphone grave danger, qui est un dispositif qui date à peu près d'une bonne dizaine d'années. Donc c'est un téléphone qui est mis à la disposition des victimes par le procureur, donc juste au moment du début de la procédure, et avec une touche particulière qui peut lui permettre donc d'alerter une plateforme si elle est en danger, si elle voit son agresseur arriver. Il y a un essor très important de ce dispositif, puisque là on en a plus de 1200 attribués. Début 2019, on n'en avait encore que 300. À peu près plus de 1000 agressions qui sont évitées comme ça l'année dernière. Et puis, le nouveau dispositif donc, qui a été mis en place depuis septembre et, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire depuis décembre 2020, qui est le bracelet anti-rapprochement, qui permet la géolocalisation de l'auteur. Et donc, c'est un système qui a été inspiré du modèle espagnol. Et en fait, le juge, lorsqu'il prononce cette mesure, fixe un périmètre interdit autour de la victime. Et lorsqu'il y a franchissement de ce périmètre, il y a tout un système d'alerte qui se met en place. Et à quelles sanctions s'exposent les auteurs de ces faits ? Alors, en fait, ce sont des sanctions qui sont des sanctions je réfléchis, mais qui sont de droit commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions spécifiques, voilà. Donc, ça peut être des peines d'emprisonnement, des peines d'emprisonnement, sursis probatoire, avec, bien sûr, les interdictions d'entrer en contact, ça c'est extrêmement important. L'obligation de soins, parce que le soin paraît nécessaire bien souvent. Alors parfois je sais que j'entends qu'on dit qu'on fait trop de psychologie ou qu'on pathologise les violences conjugales. Oui, moi je veux bien, mais enfin, donner une claque à sa conjointe, je suis désolée, ce n'est pas comme voler un CD dans un grand magasin, même si c'est répréhensible aussi. Il faut que ça interroge, voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément condamner, mettre des années de prison, mais ça doit interroger le parcours de la personne qui fait ça, pourquoi elle a fait ça. Et puis, il faut répondre tout de suite. C'est-à-dire que dès le premier passage à l'acte, il faut une réponse. Parce qu'on ne sait pas ce que ce premier passage à l'acte recouvre. Tous les auteurs de violences conjugales ne sont pas des dominateurs, multirécidivistes. Donc, s'ils le sont, il faut les prendre en charge tout de suite et très sérieusement. Et s'ils ne le sont pas, il faut aussi les prendre en charge et trouver aussi la réponse la plus adaptée possible afin qu'ils ne recommencent pas. Donc c'est important de savoir à qui on a affaire et de questionner ces comportements. On sait aussi qu'un certain nombre de violences sont commises dans un contexte d'alcoolisation, donc évidemment aussi tout ce travail sur les dépendances, donc ça voilà, donc tout ce qui concerne le soin est important. Et puis là nous menons une expérimentation sur 2 sites pilotes, donc à Nîmes et à Colmar, sur ce qu'on appelle un contrôle judiciaire avec placement probatoire, c'est-à-dire qu'à titre présententiel, donc avant jugement, placement donc de la personne mise en cause sous contrôle judiciaire, et dans le cadre donc de l'article 138-18 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 30 juillet 2020, on l'oblige à résider à un endroit déterminé
sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, des SPIP, services pénitentiaires d'insertion et de probation, et d'une association spécialisée. Donc, obligation d'héberger à cet endroit et un suivi renforcé en termes de soins, d'accompagnement, et puis aussi un contrôle strict du respect de ces interdictions, comme celle d'entrer en contact. Et parce que dans certains cas, c'est important qu'on ne laisse pas choisir l'hébergement. Ça fait partie aussi de la prise de conscience imposée. Parce que malheureusement, dans ces affaires j'aime pas dire affaires d'ailleurs, dans ces procédures de violence conjugale, on se rend compte, et bon, je veux dire, moi j'ai 30 ans de pénal, donc je veux dire, je sais ce que sont ces profils. Les auteurs ont tendance à banaliser ou à minimiser les faits. Ils ne les nient pas forcément, ce n'est pas forcément comme les auteurs de violences sexuelles, de viols, etc. Même si, bon, il y a aussi des viols conjugaux, mais disons de viols hors sphère familiale, qui eux nient souvent. Là, on n'a pas forcément des gens qui nient, mais qui banalisent ou minimisent. Et on se rend compte que s'ils vont être domiciliés chez leur cousine, leur belle-sœur, etc., eh bien, souvent, ça va encore renforcer ce sentiment de banalisation, en disant « bah oui, mon pauvre petit, voilà, t'es bien malheureux », et que finalement, imposer ce logement tiers peut être aussi intéressant. Très bien. Pour conclure, comment pensez-vous que ce dispositif légal pourrait être amélioré ? Alors, comme je vous l'ai dit, 2 lois ont été votées donc à l'issue de ce Grenelle des violences conjugales, 28 décembre 2019, 30 juillet 2020. Donc, on peut dire qu'il y a des avancées législatives importantes qui sont à constater. Donc je pense que la première des priorités, c'est d'accompagner ces lois dans leur mise en œuvre, garantir leur effectivité. Et le groupe de travail que je pilote ne s'est pas arrêté. Comme je le dis souvent, le rideau n'est pas tombé le 25 novembre 2019, fin du Grenelle. C'est-à-dire que nous continuons. Et là, vous voyez, par exemple, très concrètement, s'agissant de la modification du code pénal sur le secret médical, nous avons élaboré un vade-mecum avec le Conseil national de l'ordre des médecins et la Haute Autorité de Santé, justement pour aider les soignants à signaler, à évaluer la situation de danger immédiat, la situation d'emprise, et aussi en expliquant le circuit de signalement, parce que c'est bien beau de demander, ou de proposer, de permettre aux médecins de signaler, mais si après on ne fait rien du signalement, c'est très grave. Donc là, justement, j'allais dire, on essaye de faire du cousu humain, et des protocoles d'ailleurs locaux sont signés, commencent à être signés donc, entre des parquets et des conseils départementaux de l'ordre des médecins, justement pour que ce circuit de signalement fonctionne. Et puis, un autre exemple, c'est pour garantir aussi l'effectivité de ce délai de 6 jours de prononcer de l'ordonnance de protection, un travail qui se fait dans le cadre d'un comité national de l'ordonnance de protection, présidé par Ernestine Ronnet, qui est une grande voix des violences faites aux femmes. Et justement pour avoir des remontées, j'allais dire quasiment en temps réel des juridictions, voir comment ça se passe, voir ce qui peut coincer, voir ce qu'on doit améliorer, et tout cela en permanence. Donc l'accompagnement pour garantir l'effectivité, et puis peut-être à moyen terme quelques évolutions. Alors peut-être, mais je ne pense pas dans l'immédiat, mais à terme, peut-être pourrons-nous aller un petit peu plus loin sur les conséquences à tirer des violences conjugales sur l'exercice de l'autorité parentale. Là, il y a eu quelques premières mesures qui ont été prises, notamment en permettant au juge pénal de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale également. Mais peut-être qu'on pourra aller un jour un petit peu plus loin, et peut-être à très long terme, mais peut-être arriverons-nous un jour à des juridictions spécialisées, mais voilà, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être un jour faudra-t-il se poser cette question. Isabelle Rome, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'emprise et les violences au sein du couple, édité chez Dalloz et coécrit avec Éric Martinan.
Merci beaucoup Cyril de ce moment et merci aussi à la maison d'Alos de nous faire confiance. Hein. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vos équipes qui sont toujours attentives et soucieuses d'une belle qualité et vraiment j'adore travailler avec Dalos. Voilà. Merci. Au micro de Macro, c'était Cyril Tani. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast et d'ici là, restez curieux.